Bonjour, bonsoir à tout le monde et bienvenue dans cette émission du 19 février du sport sur 137. Je suis ce soir en compagnie donc de Florentin Cheminard exceptionnellement, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Avec Kevin Laurent au téléphone également en tant que chroniqueur ce soir. Exact, bonsoir à tous. Et en invité Jesse Holbert, donc président du FC Montlouis. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc nous allons commencer tout d'abord par le basket. Et donc Kevin avec un match contre Poissy vendredi à Tours, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. C'était les dernières journées de la phase 1. Ça comptait un peu pour Diver parce que Tours était déjà qualifié pour la poule haute et Poissy, ils n'avaient pas trop d'intérêt puisqu'ils étaient également en poule basse. Mais Tours avait la volonté de garder leur quasi-invincibilité à mon conseil. On le rappelle, ils ont gagné tous leurs matchs sauf la défaite à Tarbes-Lourdes. Et ils l'ont emporté assez largement 99 à 82. À une seule pointe coupée du match. Très bonne équipe, très bon jeu. On va signaler également les pertes de Scott Suggs avec 21 points. La présence défensive de Emmanuel Mousseau qui a vraiment fait de très bonnes choses, notamment je crois qu'il a pris 10 rebonds et il doit être à 5 points et 6 passes décisives. Donc très très grosse présence de tous les côtés du terrain. Et Valentin Vital, MVP du match, 20 points, 7 passes décisives. Rien que ça, l'équipe a été très très bonne contre Poissy. Et ça nous a vengé un peu de la défaite qu'on avait pris au match aller. Justement, Poissy, pas beaucoup. Et du coup, fin de la première phase. Alors maintenant, comment ça va se passer? Vous allez me demander. C'est une bonne question. Et ben, je vais vous expliquer maintenant, parce que c'est important. En gros, on est en poule haute. Voilà, c'est simple. On a l'occasion de jouer notre montée directe en Pro B contre 9 autres équipes. Pour rappel, la formule, qui est toujours aussi un petit peu complexe à comprendre, c'est que les résultats directs contre les équipes qui ont été classées de 1 à 5 dans leur poule, c'est-à-dire nous, Chartres, Tarbes-Lourdes, Brune-Plage et Quimper, ils sont conservés. Ce qui signifie qu'à Tours, les résultats directs, c'est 4 victoires et 4 défaites. À l'inverse, on devra jouer en aller-retour contre les équipes classées de 1 à 5 dans l'autre poule, c'est-à-dire Hyères-Toulon, Caen, Saint-Vallier, Avignon et Andrézieux. Donc, le premier de cette mini-poule monte en Pro B, les autres vont en play-off. Actuellement, Tours est 5e, mais les équipes sont tous devant, donc qu'une victoire de plus, donc rien n'est joué, tout est possible. Ce sera le début de la seconde phase le 8 mars, on sera évidemment là pour la commenter, et on espère que Tours montera directement en Pro B. Donc tu es optimiste pour tout ça. Florentin, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais poser une question à Kevin. Kevin, Ouais. qu'as-tu pensé du retour d'Emmanuel Mousseau? Je pense qu'il est vraiment positif dans une période où on a les blessures de Pierre-Étienne Rouault et je crois également de l'ailier, du jeune ailier, j'ai oublié son nom, Ousmane Kaba, voilà. Ousmane Kaba, elle fait vraiment beaucoup de bien. Emmanuel Mousseau avait fait une première pige à Tours pendant également une blessure, je crois également de Pierre-Étienne Rouault, il a fait vraiment du bien. Et là, il est revenu à Tours, il fait vraiment 2 bons matchs. Il a été signé jusqu'à la fin de la saison. Donc pour moi, c'est vraiment bien parce que c'est pas un profil de scoreur, mais c'est vraiment un profil de défenseur et on en a vraiment besoin dans une équipe qui a plus la volonté d'attaque plus qu'autre chose. Donc elle fait vraiment du bien son retour et je pense que ça peut être une arme, pas le facteur X, ça me rappelle Jordan X il y a quelques années, mais peut-être l'une d'un des joueurs les plus importants de l'équipe. On verra ça, mais ça peut être très important de le voir. Donc tout va bien du côté du TMB. On enchaîne donc avec les remparts de Tours, Florentin. Donc il y a eu 2 matchs premier match contre Caen mercredi à domicile et deuxième contre Valenciennes samedi chez leurs adversaires. Quelques mots dessus. Oui, c'est une défaite à goût amer d'abord pour la rencontre de mercredi face à Caen. Une défaite 4 buts à 2 à la patinoire de Tours derrière le Palais des Sports. Un premier tiers assez dominateur, les remparts, qui remportent d'ailleurs un petit but à 0 face à Caen. Ça aurait pu se terminer avec un peu plus de marge. Malheureusement, les Tourangeaux perdent le deuxième tiers 2-0, 2 buts à 0. Donc on ressent le manque d'efficacité offensive des Tourangeaux. Puis dans le dernier tiers,
les remparts ne pourront rien faire et perdent le dernier tir 2 buts à 1. Donc, quand solide leader, hein, puisque quand, si je me trompe pas, 9 ou 10 points d'avance en D1, donc Ils en ont c'est 7, exactement, Florent. 7. 7. Donc, Ouais. une belle prestation des Tourangeaux, mais qui laisse quand même un peu de regret face au leader de Caen. Et donc, par contre, ils se sont rattrapés contre Valenciennes samedi. Oui, Valenciennes qui est 11e après cette journée. Euh, et pourtant, le match avait mal débuté, hein, puisque les Tourangeaux étaient à Valenciennes, c'était là-bas. Ils perdaient le premier tiers 3-0. Puis ils sont revenus petit à petit dans le match et finissent à 6-3. C'est une victoire qui fait du bien, puisque, faut le rappeler, les remparts sont toujours dans la quête au play-off. Et il reste 5 ou 6 matchs, dont 2 ou 3 à domicile. Donc il faudra tout faire pour aller en play-off. Et on n'est qu'à un point, je crois, des play-offs. Donc tout Donc est, ça peut se jouer encore, tout est encore sur ces possible. prochains matchs. C'est ça, au hockey sur glace, une victoire rapporte 3 points. Une victoire après prolongation au tir au but rapporte 2 points. Et une défaite après tir au but ou prolongation, c'est 1 point. Et puis une défaite tout court, c'est 0. Et donc peut-être un mot pour qualifier ces derniers matchs. On va dire, les remparts sont un peu sur courant alternatif. C'est-à-dire que ils arrivent quand même à gagner quelques matchs. On l'a vu encore avec Valenciennes où les hommes de Franck Spinozzi ont réussi à démontrer un peu de caractère puisqu'ils étaient menés 3-0. Mais il y a quelques défaites qui restent, mine de rien, évitables. On enchaîne donc, sauf si Kevin, tu voudrais rajouter quelque chose peut-être. Je suis assez d'accord avec Florentin. Les défaites auraient pu être évitables. Après là, je crois qu'on est 8e, on est à un point de Cholet, qui doit être la prochaine équipe qu'on joue, les Dogs. Donc on a le destin en main, mais ça va pas être évident parce que voilà, mais l'objectif c'est absolument pas d'être en play-down, absolument pas de se battre pour la relégation, mais je pense qu'on peut arracher les playoffs effectivement. Donc encore une fois, c'est il y a de l'optimisme pour le futur finalement d'une équipe de Tourflo. Ok. Oui, et puis il faut le rappeler, Tours ne pourra pas monter en Ligue Magnus. Il y a que 3 équipes, je crois, qui peuvent monter. Épinal en fait partie, Caen aussi, si je me trompe pas. Et donc du coup, les playoffs, ce sera pour terminer la saison le plus tard possible. C'est surtout ça l'objectif pour les remparts, j'imagine. Pour aller le plus loin possible. C'est ça. Et puis une saison de hockey, c'est de octobre à février-mars, donc la pause fait longue. Ça va avec la saison l'hiver. Ensuite, Kevin, en handball. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le CTHB qui a également eu 2 matchs importants ces derniers jours? Oui. 2 matchs, un match plus important que l'autre, plutôt, c'est le match le plus important, c'était Chambray qui recevait Besançon, le 5e contre le 8e, dans la Fontaine Blanche à Chambray. C'était il y a 5 jours, donc je crois que c'était mercredi. Et victoire de Chambray à l'arraché, 27-26, victoire obtenue dans les dernières minutes, dans un match où c'était très 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 serré entre les deux équipes. Mais Chambray l'emporte avec bien soutenu, il faut quand même le signaler, par un public vraiment présent. Et la victoire fait vraiment beaucoup de bien parce que ça permet à Chambray de conserver sa 5e place au classement et de se mettre un peu à l'abri des équipes comme Plan de Cuc ou Dijon qui sont 6e ou 7e. Donc c'est relativement plutôt une bonne performance de la part de Chambray et ça maintient la position en attendant les prochains matchs. Surtout, faut aussi préciser que Chambray gagnait 27-26 à 3 ou 4 secondes de la fin et Besançon a essayé de jouer rapidement, mais bon, ça n'a pas marché, et tant mieux pour les Chambraysiennes d'ailleurs. Oui, tant mieux. Effectivement, tant mieux. Généralement, c'est assez rare que ça marche. La dernière fois où ça a marché, c'est Loïc Randy contre la Suède. Les gens auront la ref de ce Guy Blande.
Donc, mais ouais, c'est tant mieux pour Chambray. C'est vraiment tant mieux pour Chambray. Et c'était un match à pas perdre parce que Besançon est une très très bonne équipe. C'est ça. Et puis bah, du coup, le samedi, il y a eu ce match en Coupe d'Europe qui comptait pour du beurre, j'ai envie de dire, hein, Kevin, puisque les Chambrésiennes étaient déjà éliminées. Ils étaient déjà éliminés après la défaite. Ils avaient gagné contre Zagreb, mais la défaite de Thüringer face à Braille, justement, avait complètement clos les espoirs de Chambray. Alors, c'était un match pour du beurre, mais un match pour finir bien cette aventure en Ligue européenne. Malheureusement, Chambray l'a perdu de 5 points dans un match où les défenses se sont surtout exprimées. Victoire 24-19 par Braille, ou Brailla, on dit Brailla. Notamment, les défenses se sont exprimées. Il faut quand même signaler les 12 arrêts d'Agathe Quignou, la gardienne de Chambray, qui a signé avec Nantes il y a peu. Mais Brailla était trop solide et continueront l'aventure en Ligue européenne. Pour Chambray, c'est la fin. Ils finiront à une honorable 3e place dans leur poule. C'est plutôt bien, mais malheureusement, c'est pas assez pour aller chercher les quarts de finale. C'est un peu décevant hein, quand même, Kevin, puisqu'on le rappelle, les Chambrésiennes ont été jusqu'en huitième ou en quart de finale l'année dernière de cette même compétition européenne. Alors, je t'avoue que je suis plus sûr du tout par rapport à ça. Je crois qu'ils avaient joué les barrages, mais que ça avait été compliqué contre Thüringer. Mais c'était les barrages avant de jouer les poules. Donc je pense qu'ils ont fait un peu mieux que l'année dernière. Mais finalement, après, dans tous les cas, cette défaite, a été, j'irais pas dire qu'elle était évitable, mais elle est un peu logique au vu de la forme et au vu du niveau des deux équipes. Après, est-ce qu'on aurait pu gagner? Je pense que oui. Mais c'est comme ça pour Champagne. Je te sens pas convaincu, Florentin. Non, ouais. c'était pour autre chose. Mais ouais, c'est vrai que les Chambrésiennes avaient moyen de passer en huitième de finale de l'EHF européenne, je crois. De la Ligue européenne. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, c'est dommage pour les Chambrésiennes. Après, sur ce dernier match, on peut dire que il y avait sûrement un manque d'efficacité offensive parce que marquer que 19 buts au handball, c'est très très rare. Oui, c'est très très peu. C'est trop peu même. Beaucoup trop peu. Et puis, Kevin, je rebondis aussi, tu parlais du mercato, Agathe Quignou qui part à Nantes. Il y a aussi Nadia Offendal qui est partie à Dijon. Exactement, Nadia Offendal qui a beaucoup marqué, qui a beaucoup marqué pour Chambray qui s'en va à Dinan. Et donc le mercato a déjà commencé, et notamment à Chambray, qui a recruté Manon Grimaud pour 2 ans venant de Plan-de-Cuc. Ça va être sa première expérience hors de Plan-de-Cuc. Donc le mercato a commencé. Comme d'habitude en Ligue féminine, ça va beaucoup bouger. Donc à voir qu'est-ce qu'aura Chambray, qui vont-ils recruter en gardien, qui vont-ils recruter sur les postes à l'aile ou à l'arrière, à voir. Mais on va rester connecté là-dessus aussi. On va espérer de bonnes recrues. Et puis il y a eu aussi 2 autres prolongations à Chambray. Manon Houette qui a prolongé jusqu'en 2025 et Laura Van Dey Eyden. Laura Van Dey Eyden, on en avait effectivement parlé dans une émission précédente, effectivement, Florentin. Et Manon Houette qui a prolongé, ça c'est une excellente nouvelle, par contre d'une joueuse qui a été internationale et qui cherche à redevenir internationale. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle pour Chambray. Des résultats donc mitigés pour le CTHB, mais donc plutôt heureux pour le basket. Kevin également donc contre Paris mercredi et contre Nice samedi. Oh, c'est le volley. Le volley, exact. Pardon, c'est mon le volley. C'est mon erreur, oui. Donc vas-y, donc le TVB contre Paris et Nice. Exactement, le TVB d'abord contre Paris. Alors déjà, il faut savoir qu'avant le quart de finale de Coupe de France, TVB Paris, vous qui nous suivez et qui nous écoutez, vous savez, c'est le Classico. Le match à ne pas perdre, un match qui a été une rencontre de finale de championnat de France pendant des années entre le TVB et le Paris Volley. Sachant qu'en plus, niveau scénario, Tours sortait de 2 défaites contre déjà en Ligue des Champions contre Berlin et en Marmara Spike League
Liga, comme vous voulez, contre Tourcoing. Et en plus de ça, il faut quand même se rappeler que la gastro-entérite a touché des joueurs un par un au retour de Tourcoing. Donc il y avait un petit peu d'inquiétude, mais au final, le TVB a fait du TVB, c'est-à-dire gagner 3-0 à Grenoble. Voilà, c'est tout. Malgré la belle résistance de Paris, surtout dans le second set, mais Tours l'emporte et passe en demi. Prochain match de coupe le 5 mars, ce sera à Nantes-Rezé. Ce sera face à Nantes, ce sera à la Trocardière. Et Donc à Nantes. est-ce que tu sais, Kevin, j'avoue que je suis pas trop le volley à Nantes. C'est toujours Hubert Hainaut, l'entraîneur là-bas? Effectivement, c'est toujours Hubert Hainaut, l'entraîneur à Nantes. Ils ont une bonne équipe. Je crois que leur meilleur joueur, ça doit être Shizoba. Je suis pas sûr si c'est Shizoba. Mais effectivement, le Hubert Hainaut est le meilleur coach. Donc ça va être encore un match justement entre Hubert Hainaut dans son ancien club qui revient à Tours, qui va jouer contre Tours. Et évidemment, il faudra se méfier de Shizoba, qui est l'un des meilleurs joueurs de Liga aujourd'hui, qui est une très très grosse explication du très bon parcours de Nantes cette année, après avoir joué à Poitiers l'année dernière. Et donc, contre Nice, tu nous as dit un contre petit Nice. mot, ouais. Oui, mais j'allais oublier d'en parler, ce serait bête. Ce serait bête d'oublier Nice quand même. Oui, en plus. Oula, je sais pas. Mais oui, contre Nice, le match a été plus serré que auquel on s'attendait parce que Tours est 4e et Nice 9e. Mais Nice a réussi à bien faire une belle résistance. Ils ont pris le second set. Mais Tours a globalement déroulé. Par le second set, ils ont quand même gagné assez largement le premier, deuxième et quatrième set. Je vais vous donner les statistiques tout de suite. Normalement, je crois qu'ils gagnent aux alentours de 25-17, 25-18 les différents sets. Donc, c'est une victoire assez logique pour Tours, qui se retrouve aujourd'hui à égalité de points avec Nantes-Rezé et Tourcoing. Et ce sera samedi prochain, ce sera contre le Plessis-Robinson, équipe qui est classée 9e. Donc ça veut dire que Tourcoing a perdu ce week-end, Kevin, c'est ça? Ça veut dire que Tourcoing a perdu effectivement ce week-end, parce que sinon on ne serait pas à égalité avec eux. Exactement. Et ils ont perdu, alors je ne me souviens plus exactement contre qui ils ont perdu. Alors si ça veut bien me le mettre, ils ont perdu contre Montpellier, 3-1. Ah oui. Eh bien, merci Kevin pour toutes ces infos sur le volley. Un petit mot donc du rugby, l'US Tours qui s'opposait à l'US Casteljaloux dimanche chez leurs adversaires, avec donc un score de 33-23 donc pour l'US Casteljaloux en Fédéral 2 et 31-22 pour l'US Casteljaloux également en Fédéral B, donc pas un dimanche très très heureux pour l'US Tours. Et nous terminons donc avec le football, sauf si peut-être et Florentin, un petit mot sur le rugby. Ouais, l'US Tours qui enchaîne sa 3e défaite consécutive quand même, alors qu'ils étaient large leaders. Après une défaite hier, une défaite il y a une semaine face au 2e du championnat assez lourdement à domicile à Tonlé, et puis une 3e défaite il y a 2 semaines. Ça commence à faire beaucoup et l'écart se resserre devant cette pour Tours et je me demande même s'ils sont même pas passés 2e. Ils sont passés 2e effectivement, Florentin. Il y a eu 7 points avec Gujan Mestras, mais comme Gujan a gagné les matchs à confrontation directe, voilà. Mais c'est sûr que Tours vient de dilapider une avance de 10 à 15 points alors qu'ils étaient quand même large leaders. Donc il y a sûrement des choses, il va falloir s'améliorer. On espère que les prochains matchs seront mieux pour eux et là perdre à Casteljaloux qui était quand même assez prenable, même si c'est une équipe du Sud, donc c'est à quel point c'est possible de jouer dans le Sud en question rugby. Il va falloir quand même réagir le plus vite possible afin de rester en tête et d'espérer la montée au Fédéral 1 à la fin de la saison. Et pour le rugby, on leur souhaite également beaucoup de chance pour leur prochain match. Donc on passe au football florentin. On a eu beaucoup de football dernièrement là, cette semaine. Donc on peut commencer avec quelques mots vite fait sur l'AOCC contre Blois qui s'est passé samedi dernier. 5-1 pour Blois, c'est ça? C'est ça.
une rencontre assez compliquée pour la OCC. C'était un match pourtant entre deux mal classés, j'ai envie de dire. Blois qui était 9e avant la rencontre et Avoine 10e. Sachant que c'est de la 10e à la 14e place en National 2, la relégation en National 3. Donc c'était un match à la portée des deux équipes. Peut-être un peu plus pour Avoine puisqu'ils étaient à domicile. Malheureusement, ça n'a pas payé pour les Avoinais, les Chinonais et les Cinésiens. Puisqu'ils perdent assez lourdement, 5-1. Je pense que personne ne s'attendait à un tel score, surtout venant de Blois, qui n'est pas la meilleure équipe non plus de la poule National 2 groupe B. Donc c'est les espoirs se resserrent pour Avoine et il va rester un peu moins de 10 matchs, si je me trompe, Oui. pour espérer le maintien et rester en National 2. Oui, c'est ça. Je suis d'accord avec toi, Florentin. J'aurais pas cru que Blois j'étais juste devant au classement. En plus, à Marcel Vrignot, Avoine, ça aurait été 5-1, mais Blois a dominé le match. Il n'y a pas grand-chose à dire du côté d'Avoine. Ils sont passés complètement à côté. Et du coup, prochain match face à Angoulême, également à mal classé. Et il va falloir vite réagir parce que sinon, l'opération maintien risque de sérieusement se compliquer. Mais ce qui nous intéresse également aussi ce soir, c'est plutôt le Tour FC contre Châteauneuf-sur-Loire. Tu étais même là pour commenter, Florentin. C'est ça, pour ceux qui ne le savent pas, je suis le commentateur du Tour FC, donc vous pouvez regarder tous les matchs du Tour FC à domicile ou à l'extérieur sur la chaîne YouTube. Et puis, on l'espère bientôt autre part. Le Tour FC, oui, qui s'est fait peur à Châteauneuf, puisqu'il y avait toujours 0-0 à la 75e. Châteauneuf qui était 11e, Tours 2e ex-aequo avec Poitiers. On s'est fait peur. Un but de Mathieu Villette et de Léo Bouton en contre à la dernière minute viennent sceller la défaite pour Châteauneuf. Si je peux passer mon petit coup de gueule du soir, au niveau de l'arbitrage, c'était une catastrophe. J'ai sûrement un rouge qui était pour Châteauneuf. Il siffle, dernier défenseur, il met jaune. Et après, il dit je me suis trompé, il n'y avait pas faute, alors qu'il y avait faute. Bref, c'est le petit coup de gueule du soir, l'arbitrage qui a été mauvais dimanche à Châteauneuf. Sur finalement donc un résultat 2-0 pour ça. Tours ce soir-là. Kevin, quelque chose à rajouter? On va pas faire des amis à la FFS avec ce que vient de dire Florentin. Mais à part ça, non, effectivement, on mène on est à 0-0, on gagne 2-0. C'est 12 sur 12, 4 victoires depuis la reprise, donc c'est vraiment positif, alors que l'équipe était un peu en surcourant alternatif avant. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Florentin. Oui, c'est sûr. Ouais, et je pense que voilà, c'est très très bien que l'équipe se relance très bien et ça fait du bien pour le PSP. On dirait qu'ils ont enfin trouvé leur fille. Alors maintenant, est-ce que c'est pas un peu trop tard, sachant que notre invité pourra le confirmer. Il loge déjà la tête. Ouais, c'est mon Louis est tout devant et on aura l'occasion d'en reparler. Et voilà, on va voir ce que ça donne pour la suite de la saison pour le Tour Football Club. Et également, je tiens à passer que si vous voulez découvrir Florentin et son copain Bertrand Foy qui commente avec toi, justement, Florentin, il y a un très bon article sur l'ANR où vous avez expliqué un peu. Et donc, n'hésitez pas à aller le lire et n'hésitez pas aussi à aller regarder les directs du Tour Football Club parce que c'est très, tu fais de la pub au concurrent là, attention. Merci Kevin. Ouais. D'ailleurs, le TFC qui accueillera samedi à la Vallée du Cher Panazol, ce sera pas un match facile. Panazol a gagné hier 1-0 à domicile face à Châteauroux. Châteauroux avait au moins 6-7 pros dans son effectif, donc, et qui sera le futur adversaire d'une certaine équipe. Avant de revenir là-dessus, on fait juste un petit détour vers le FCOT, donc qui affrontait Poitiers. C'est ça, samedi, donc 2-0 pour Poitiers.
Ouais, Pas un très bon match. oui, c'est sûr, pas un bon match. Enfin, pas un bon match. Ils font quand même un bon match, on en reviendra, mais c'était le choc de cette journée en National 3 groupe C. Le FCOT 4e avant cette rencontre, le Poitiers 2e. Les deux équipes ne voulaient pas perdre pour encore espérer à la montée et essayer de rapprocher et de se rapprocher et de raccrocher Montlouis. Euh, le FCOT qui rentre à mi-temps avec un score de 1-0 pour Poitiers. Le FCOT qui domine cette deuxième mi-temps, qui domine mais qui pouvait rien faire. Et puis un contre de Poitiers. Poitiers jouait en contre en deuxième mi-temps. Et un but à la 86e minute vient sceller les espoirs des deux ballons et de Savonnière. Et ouais, c'était une rencontre à surtout pas perdre et en plus à domicile. Et malheureusement, Ça a été perdu. ça a été perdu par l'équipe de Najib Chadi. Kevin, juste un petit mot dessus. Chose à Bah, dire. totalement d'accord. C'est dommage pour le SPOT, pour West Tourangeau. C'était un match qui aurait pu les permettre de se rapprocher du podium. Ça va un peu les larguer et ça aurait pu permettre aussi à nos clubs tourangeaux de soit s'éloigner de Poitiers, soit d'être encore de se rapprocher de Poitiers. Malheureusement, bah, c'est une défaite et du coup, bah, Poitiers qui est maintenant à 6 points du FC Montlouis. Toujours un petit match là pour Montlouis, mais on va en parler justement encore une fois. Je te corrige, Kevin, si le FCOT gagnait, il passait devant Poitiers même. Et Poitiers devant Poitiers. C'est ça. Ah, Le FCOT, Bon, 24 points et Poitiers 26 avant la rencontre. Ouais, donc un match qu'il fallait pas perdre, quoi. C'est ça. même avec le match non joué, puisqu'ils n'ont pas compté, le match entre Poitiers et Tours FC. J'ai pas compris. Le match arrêté. Ouais. Le match arrêté, il l'avait compté à ce moment-là ou pas? Non, non, il comptait pas. Ok. Après, on prenait le classement FFF d'avant la journée, puisque la décision s'est faite, a été actée là sur le classement ce soir. Ok. Mais bon, ça en restera pas là. Normalement, il y aura d'autres appels du Tour FC. Ok. On tourne autour du pot depuis tout à l'heure, mais ce soir, le sujet, c'est Montlouis. Donc, Montlouis qui affrontait Chambray à domicile. 3-1 pour Montlouis. Petit débrief. Ouais, bah une rencontre où les Montlouisiens sont peut-être sont pas forcément rentrés dans le match. Chambray d'ailleurs, c'était le duel des extrêmes, hein, Montlouis premier, Chambray dernier. Chambray qui a ouvert le score. Je sais plus, je crois que c'est Alan Tambo qui ouvre le score. Et les Chambraisiens ont les occasions pour marquer un deuxième but. Puis c'est Pierre Chica, l'indétrônable meilleur buteur de cette poule, qui vient remettre les deux équipes à égalité sur penalty. Et puis après, Montlouis déroule son football et vient gagner 3-1 au bout du compte. Et c'est un succès qui conforte Montlouis premier loin devant. Et puis qui enfonce un peu plus Chambray dans la crise. Malheureusement, pour les Chambraisiens, j'ai bien peur que le maintien ne se passe pas comme... que la saison ne se passe pas comme prévu, puisque le premier non relégable a le double de points de Chambray. Chambray qui a 8 points et le premier non relégable 16 points. Donc on l'espère. Peu d'espoir pour Chambray. C'est ça, mais on espère que Chambray se maintiendra en National 3 parce que le 37 en a besoin des équipes en National 2, en National 3. Kevin, peut-être un mot avant que notre invité s'exprime dessus. Bah, totalement. En fait, logique respectée. Logique respectée entre Montlouis et Chambray. Finalement, la meilleure équipe l'emporte, logiquement. Et pour Montlouis, ça garde toujours 6 à 9 points en attendant donc, la décision finale du match Poitiers-Tour FC. C'est toujours un bon match à d'avance pour Montlouis avec quelques matchs qui vont rester. On est à 10 matchs de la fin de la saison. Et Chambray, c'est très compliqué. En plus, il n'y a pas longtemps, il y a eu une décision prise par la FFF de retirer 2 points à l'US Chambray. Donc,
ça s'annonce vraiment difficile. J'ai pas envie d'être pessimiste, mais j'ai de moins en moins je crois de moins en moins au maintien, mais c'est jamais, hein. Le football, c'est magique, hein, tout est possible. Nous sommes donc sur Cité Radio 89.3 et ce soir nous accueillons Jessie Holbert, présidente du FC Montlouis. Donc, bonsoir. Bonsoir à tous. Donc nous venons de parler du match contre Chambray. Peut-être quelques mots à dire dessus. Ouais, on a ce petit défaut depuis le début de la saison, malgré qu'on soit la meilleure défense du championnat. On a ce petit défaut de souvent qu'il y ait un but dans les 5 à 15 premières minutes. Ça a été le cas contre Chambray. On a aussi cette qualité de savoir toujours réagir plutôt rapidement. Pierre avait aussi à cœur de récupérer sa place de leader du classement des buteurs. Parce que ça pousse un peu derrière avec Macalou de Poitiers, Villette, Lopez, pour citer les Tourangeaux. Et voilà, donc il avait à cœur aussi David qui marque et ça fait du bien aussi de retrouver nos deux attaquants qui marquent un but et Jawen. Donc non, très très belle victoire. Aujourd'hui on est premier. On s'attendait à un match difficile malgré que ce soit les derniers. Parce que aujourd'hui, on est l'équipe qu'il faut un peu abattre. Donc on sait que chaque match, les équipes donneront un peu plus que contre les autres. Donc voilà, on y est prêt. Voilà, on a ce petit matelas d'avance. J'aime les maths, j'aime les chiffres. Et ce matelas, il est pas si confortable que ça. Mais encore une fois, c'est ce qu'on dit avec le coach. Je préfère être dans notre position que dans celle de Poitiers autour. Aujourd'hui, c'est nous qui avons les cartes entre les mains. C'est nous qui avons notre propre destin entre les mains. Donc aujourd'hui, c'est à nous de faire le boulot si on veut prétendre à quelque chose d'extraordinaire à la fin de la saison. Florentin, tu souhaites ajouter quelque chose? Non, du tout. C'était quelques questions. Jessie, est-ce que votre effectif est peut-être pas un peu juste pour finir la saison, puisque si je calcule bien, vous avez un remplaçant, enfin un bon remplaçant entre guillemets par ligne, même si dans un effectif tout le monde est bon. Aujourd'hui, je pense que ce qui fait défaut justement aux autres équipes et qui fait la qualité de notre effectif, c'est le fait que j'ai pas des joueurs de foot au FC Montlouis, j'ai des vrais hommes, des vrais mecs, et qui se battent aujourd'hui pour le club. Et je pense qu'aujourd'hui, on a réussi à fédérer, contrairement à, je pense, nos concurrents directs. On n'a pas leur budget, c'est ce qui rend encore plus exceptionnel notre saison, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à mettre sur le même pied d'égalité le FC Montlouis, mais on oublie que Poitiers, Tours, c'est 3-4 fois notre budget. Donc à un moment donné, c'est une fierté qu'aujourd'hui on banalise le fait que Montlouis peut jouer au coude à coude avec ces équipes-là. Ça veut dire que quelque part avec le coach, avec les bénévoles, avec les joueurs, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qu'on fait peut-être d'un peu mieux, parce que comme tu le dis, aujourd'hui on n'a pas l'effectif des grosses écuries. Je pense qu'ils sont beaucoup mieux préparés pour cette deuxième partie de saison. Maintenant, ça veut dire que s'ils veulent venir nous titiller, il faudra au moins qu'ils fassent aussi bien que ce qu'on a fait en première partie de saison. Et ça reste exceptionnel ce qu'on a fait parce qu'aujourd'hui, en 1-3 à l'échelle nationale, on est l'équipe avec le plus de points. On est la meilleure défense du championnat. On est la deuxième meilleure attaque. Alors des fois, on dit que le FC Montlouis joue pas un grand football. Mais aujourd'hui, on est premier, deuxième meilleure attaque, meilleure défense, 6 points d'avance sur le deuxième. 9 points sur Tours, peut-être 10 parce que j'ai cru comprendre qu'ils allaient prendre un point de pénalité. Et d'ailleurs, C'est acté. je me permets, parce que je t'ai en face et c'est vrai que j'étais pas forcément d'accord avec vous hier quand vous dites que c'est à Poitiers de perdre le match. Où là, je suis totalement... Parce que dans ces cas-là, moi, quand je vais venir à Tours, je viens avec des vieilles connaissances. On met fin à la rencontre et donc Tours perd. Non, ça marche pas comme ça. D'autant plus que sportivement, le match de Poitiers-Tours, Poitiers mené. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la meilleure décision aurait été de faire peut-être rejouer le match pour partager la responsabilité. Mais en aucun cas, donner la défaite à Poitiers, c'était complètement incohérent. Après, je ne veux pas juger non plus, mais j'arrive pas à comprendre qu'un club comme le Tours FC, avec les prétentions qu'ils ont, ne puisse pas se présenter à la commission sous prétexte que la boîte mail est pleine. C'est des choses de... Même moi, avec ma petite entreprise, c'est des choses, je crois, qui n'existent pas. Donc, je n'ai pas forcément compris la position du Tour FC dans ce dossier. Aujourd'hui, ils font appel, mais je pense qu'ils auraient dû peut-être mettre plus de choses en amont pour essayer de réduire un peu cette peine
qui va faire mal parce que je pense que Tours FC est une très 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 belle équipe, elle pratique un très beau football. Nous, on a intérêt de ne pas lâcher beaucoup de points parce que je pense qu'en deuxième partie de saison, Tours FC fera très peu de cadeaux et qui sont vraiment armés pour laisser très peu de points. Donc voilà, encore une fois, c'est ce que je disais, on a notre destin entre les mains, à nous de faire le maximum. Mais imaginons même qu'on devait échouer. Alors oui, ça serait honteux parce que Montlouis est vraiment loin devant, un record de victoire et tout ça. Mais je remets le contexte, on a 300 000 de budget. On a un budget de petit club qui joue le maintien. Vous pouvez être Et- fier, en tout Ouais, cas, en sincèrement, attendant ouais. d'être là, d'être quand même au Aujourd'hui, c'est sommet, qu'on a- même si ça se finit Ouais. finalement en défaite, il n'y a pas d'avoir honte Aujourd'hui, je du pense que le résultat. projet, on a réussi à fédérer autour de l'humain et non pas autour de l'aspect financier. Je suis un jeune président qui découvre ce monde-là et c'est vrai que même à notre niveau, les enjeux financiers sont tellement importants. Je trouve ça même complètement débile qu'on puisse donner des tels salaires à des joueurs de N3. Il faudrait qu'on arrive à peut-être rendre un peu plus équitable le championnat d'un point de vue financier pour tout le monde. Mais voilà, en tout cas, nous, on est très fiers de ce qu'on est en train d'accomplir. Si on monte, ça sera exceptionnel. Si on venait à finir deuxième, on aura déjà parcouru une saison comme très peu d'équipes auront eu la chance de faire. Kevin, est-ce que peut-être tu aurais une question pour Jesse Holbert? Oui, oui, effectivement. Tu disais que justement pour toi c'est une saison exceptionnelle. Moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que tu t'attendais à réaliser cette saison ou est-ce que c'est un petit peu vu comme une continuité des très bonnes saisons que vous faites, donc je crois l'année dernière vous étiez quatrième ou cinquième, quelque chose dans le genre, ou du coup c'est vraiment exceptionnel et vraiment personne ne s'attendait au début de saison, toi ou le coach, à faire une aussi belle saison et être aujourd'hui premier au classement. Ça va être facile de tenir ce discours maintenant qu'on est au devant de la scène. Mais quand j'ai récupéré la présidence à Montlouis, la première réunion que j'ai eue il y a 1 an et demi, j'ai dit que mon objectif était qu'on monte en N2. Tout le monde m'a pris un peu pour un fou. Moi, le discours, il était clair au début de saison. Pas dans les médias en tout cas, mais nous, internes, notamment Léo Bouton, pourrait affirmer ce que je dis puisqu'il avait signé avec nous de base. Enfin, en tout cas, nous avait serré la main et pris la photo avec le maillot et attendu le discours du président et du coach avant de nous faire faux bond le lendemain et qu'on l'apprenne sur les réseaux sociaux. Mais le discours, il pourra vous le confirmer, c'était de réaliser les 2 premières places en fin de saison. C'était d'être dans le bon wagon parce que ce championnat-là, c'est surtout de la régularité. Et donc faut être dans le bon wagon et pouvoir s'offrir un sprint final sur les 5-6 derniers matchs. Aujourd'hui, on est dans le bon wagon, Poitiers aussi, Tours FC aussi. Je tiens aussi à avoir une pensée pour Bourges-Moulon parce que je pense que s'il n'arrive pas ce drame, Bourges-Moulon est un prétendant au podium vraiment sérieux, qui est une très très belle équipe. Ils ont un travail vachement cohérent. Et donc j'ai une pensée aussi à Bourges-Moulon, à la famille et aux proches de ce drame. Mais en tout cas, nous, le discours, il était clair. Mais je sais pas, c'est peut-être que je suis aussi un petit peu rêveur, mais j'ai 31 ans, je suis quelqu'un d'ambitieux. Je me voyais pas récupérer un club de foot pour dire on vise le maintien. J'essaie toujours de viser la lune et au pire je touche les étoiles, mais c'est des discours un peu beaux, un peu tout faits, mais c'est la réalité. Donc aujourd'hui, on s'était fixé les 2 premières places. Je pense que sauf grosse erreur de notre part, on devrait être dans les 2 premières places. Maintenant, il faudra voir si on sera premier ou deuxième, ou peut-être même troisième. Comme tu le disais, Kevin, le football offre tellement d'émotions. C'est pour ça qu'on aime aussi ce sport, c'est qu'il y a des fois, les logiques ne sont pas respectées, et des fois, il y a des surprises exceptionnelles. Donc voilà. Ouais, ok. Je vais passer un peu plus sur la partie extra-sportif, Jesse. Ouais. Tu parlais dès la première réunion, une montée en National 2. Ouais. Alors que pourtant, c'était la saison dernière, c'était pas une très bonne saison, si on peut Non. dire, pour un club de National 3. Comment ça se fait que d'une saison à l'autre, on arrive de passer à une équipe moyenne, à une équipe Première. très forte? Ouais, j'ai récupéré le bébé mi-saison l'année dernière, donc j'ai pas pu avoir un réel impact. Mon objectif premier, c'était de structurer le club et de le professionnaliser. Chose qui n'est pas facile quand on n'a pas les budgets pour. Donc, quand on n'a pas l'argent, il faut avoir les idées.
L'autre chose aussi, c'est que faut dire ce qui est. Le coach Zakaria et moi, c'est un vrai coup de... On se connaissait parce qu'on a tous les deux joué au Tour FC, mais c'est un vrai coup de foudre sportif. C'est-à-dire que humainement, il a les mêmes valeurs que moi. Et donc, ça a été très rapide pour pouvoir fédérer et pouvoir rapprocher les joueurs d'un projet commun, c'est-à-dire l'aspect humain et non pas forcément que l'aspect financier. On en parlait tout à l'heure de l'aspect financier. Aujourd'hui, c'est bateau de dire ça, mais Montlouis, c'est une famille. C'est-à-dire qu'on véhicule des bonnes choses parce qu'on arrive avec des minibus un peu délabrés, on arrive juste avec nos valeurs, avec l'envie de travailler dur. Et voilà, on ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas. L'autre chose aussi, c'est que j'arrête pas de le rabâcher avec le coach aux joueurs. L'humilité, c'est notre point fort. Aujourd'hui, il faut rester les pieds sur terre, ne pas s'enflammer. Ça va très vite, le football. Donc voilà, on a essayé de structurer le club, de fédérer. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'argent ne fait pas toujours tout. C'est sûr que ça nous faciliterait sur beaucoup de choses. Mais en tout cas, on a réussi à structurer le club. C'est pas toujours simple financièrement, c'est une asso. Les fins de mois sont pas toujours simples et c'est du flux tendu. Maintenant, à 31 ans et 29 ans, le coach et moi, mais aussi Lionel qui m'accompagne beaucoup, les bénévoles, on aime le travail et on n'arrête pas d'essayer de repousser un peu les limites. Donc voilà, si imaginons on devait avoir une fin glorieuse sur ce championnat-là, on ne se refusera pas la montée. Et j'irai plus loin, on essaiera aussi de faire quelque chose. Et si on reste en N3, on essaiera d'ambitionner encore quelque chose l'année prochaine. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'être ambitieux, mais aussi structurer le club, le pérenniser financièrement, parce que c'est pas toujours simple. C'est pas qu'on n'est pas forcément aidé de la commune, mais ils n'ont pas les budgets que pourraient avoir d'autres clubs. Et donc, c'est vrai que nous, ça nous handicape beaucoup. Notre budget est entièrement fait de partenaires. Au vu de la conjoncture, les professionnels ont toujours un peu de mal à donner un petit peu. Mais voilà, on essaie de structurer tout ça et d'avancer intelligemment. Et comme tu le disais, une montée en N2, à l'heure actuelle, financièrement ou autre, c'est possible? Je vais être transparent avec toi. Je sais pas que ça me porte l'œil ou pas, mais aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, donc je suis dans l'anticipation. Aujourd'hui, j'anticipe un petit peu les budgets pour l'année prochaine. Et encore une fois, si on devait ne pas monter, c'est pas grave, le travail que j'aurais fait là, il va nous servir pour la N3 l'année prochaine et relancer un projet intéressant. Donc là, je suis un petit peu dans l'anticipation. Je vois pas mal je fais pas mal de rendez-vous. Et voilà, pour rester cohérent avec ce qu'on veut faire. Si on devait monter ou si on ne devait pas monter, je veux pas que l'argent soit un leitmotiv. Je veux pérenniser le club parce que c'est important. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on continue sur les valeurs humaines au FC Montlouis. C'est ce qui en fait sa force depuis des années. On bénéficie d'une belle image, que ce soit à la Ligue, au district, mais aussi auprès des autres clubs. Donc voilà, on veut continuer de véhiculer ça. Alors c'est vrai que je suis un président avec son caractère, voilà. Mais à côté de ça, en interne, ça permet que des fois la lumière soit sur moi et que j'ai les épaules assez larges pour. Ça permet que le club puisse travailler tranquillement et que Zach continue son travail exceptionnel parce que vous verrez ce que je dis, retenez-le, c'est une exclusivité. Mais il est promis à un avenir brillant dans le milieu du coach en France. Vous verrez qu'il fera une belle carrière. Et donc pour conclure, merci donc pour toutes ces informations sur Montlouis. On peut donc vous souhaiter pour les prochains matchs toute la réussite, continuer, lancer une dynamique. Comme je disais, Tours a lancé une très belle série. Poitiers vont être difficiles à bouger. Il y a un gros choc dans 2 semaines avec le Tour FC contre Poitiers. Je suis curieux de voir l'ambiance et l'atmosphère. Je serai présent au stade parce que voir un peu comment ça va se passer. Et j'espère que les Turons ne se tromperont pas de combat. Je comprends que ce soit compliqué, que le discours soit rompu avec Jean-Marc Ettori. Maintenant, il ne faut pas qu'il se trompe de combat. Il ne faut pas qu'il fasse du mal au football tourangeau. C'est déjà pas si simple que ça. Donc faut qu'à Tours, on véhicule des bonnes choses dans le milieu du foot, pas que au FC Montlouis, que ce soit à Tours ou tous les autres clubs. Il faut qu'on ait une image positive. Le 37 a toujours été quand même une région qui a sorti des beaux joueurs avec des bonnes valeurs. Donc, il faut qu'on continue comme ça. Merci beaucoup pour tout ça. On va changer radicalement de sport puisque nous passons au racquethlon avec Justin Descharmes et Jonathan Xedaboun avec nous par téléphone. Bonsoir. 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 Vous nous entendez bien
Oui, il n'y a pas de souci. Eh bien, c'est parfait. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un petit peu de vous pour commencer, un petit peu de votre club? Alors, Jonathan Zeniaboun, donc je suis directeur sportif du Tennis Club Jocondien. Et voilà, et donc le Tennis Club Jocondien, c'est une structure avec 500 adhérents, avec quatre cours de tennis couverts, 2 terrains de squash et 4 cours de tennis extérieur. Et moi, du coup, c'est Justin Decharme, licencié au Tennis Club Jocondien depuis 2 ans et membre de l'équipe 2 du club et bénévole actif au sein du club du Tennis Club Jocondien. Et donc, vous organisez ce week-end, donc les 24 et 25 février, un racquethlon. Qu'est-ce qu'un racquethlon? Alors, du coup, le racquethlon, c'est un peu le triathlon des sports de raquettes. Donc, c'est une discipline sportive où on va s'affronter avec un joueur d'abord au tennis de table, ensuite au badminton, au squash et enfin au tennis. Et donc, les matchs se jouent en 21 points et le vainqueur est le joueur qui a marqué le plus de points sur l'ensemble des disciplines. Voilà. C'est une manche de chaque sport, c'est ça? Et on est à la Exactement. troisième Open de la Touraine ce week-end. Exact. Voilà. C'est à destination de qui peut participer? Alors, pour participer, il faut prendre une adhésion donc à Racquethlon France, donc c'est l'équivalent de la licence sportive. Et ensuite, on s'inscrit directement sur Hello Asso et c'est donc ouvert à tous les licenciés du Racquethlon France. Donc le Racquethlon qui a été intégré cette année au sein de la Fédération française de badminton comme discipline associée. Et ça se passe où? Le racquethlon au Tennis Club Jocondien, donc c'est au stade des Saints-Pères, 3770 Chambray-les-Pins. Et quel type de rencontre il va y avoir ce week-end? Alors, le samedi, c'est plutôt des tableaux de simples, donc on a différentes catégories. Les joueurs renseignent un peu leur niveau, que ce soit des débutants ou des expérimentés, et on coupe les tableaux en quatre catégories A, B, C, D. Et voilà, donc le tableau A qui représente l'élite. Et le dimanche, donc on a des simples loisirs ainsi que des tableaux de double mix, double homme, double dame et simple junior. Voilà, donc il y en a pour tous les goûts. Bonjour Justin et Jonathan, Florentin Cheminard. Je voulais savoir quel est par exemple le plus grand joueur qui sera là ce week-end? Alors, pour le moment, on a quelques joueurs qui ont été dans le top 20 français de la discipline, qui sont classés au niveau mondial. Mais j'ai pas la liste des inscriptions devant moi, malheureusement. Je la récupère ce soir, un peu plus tard dans la soirée. Donc, j'ai pas cette information. À savoir que sur la dernière édition qui a eu lieu donc en octobre, on avait 3 joueurs du top 10 français, ainsi qu'une jeune femme, qui était championne du monde par équipe. Voilà, qui je crois revient aussi cette année. D'accord. Bon, voilà. Et pourquoi avoir voulu organiser finalement ce racquethlon? Alors donc on avait été contacté en 2021 donc par le Racquethlon France qui à l'époque était encore une asso qui n'était pas encore qui ne faisait pas encore partie d'une fédération. L'avantage de nos structures c'est que on a déjà des cours de squash et pas mal de terrains de tennis. Donc ce qui nous permet d'avoir une structure qui peut accueillir l'ensemble de ces 4 sports. Donc pour organiser l'événement, on récupère des tapis de badminton en Taraflex, des tables de tennis de table en partenariat donc soit avec le tennis de table de jouer les tours, soit avec le ceste bat de tours. Et voilà. Après, personnellement, étant donné que j'ai aussi un peu la fibre multi-raquette, c'était un événement qui nous tenait à cœur et qui ressemblait beaucoup aussi à notre politique de club qui est retrouvée, notre politique de club, qui avait été mise en place en 2021, de retrouver un peu d'événements conviviaux. Voilà, et c'est donc voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure au niveau des tableaux, il y en a pour tous les goûts, que ce soit du jeune, du mixte, du vétéran, on a aussi du simple vétéran samedi, c'est une nouveauté de cette année. On retrouve tous ces publics-là réunis au sein du club.
Et des gens font le déplacement depuis toute la France. Donc, on passe vraiment des journées sympas avec plus d'une centaine de personnes sur site, avec une petite soirée festive ensuite le samedi soir, Soirée où raclette, on c'est ça? raconte sur d'autres événements sportifs, etc. Voilà. Et vous, est-ce que vous participez à ce racathlon? Moi, c'est pour la première fois je participe et donc étant donné que je suis pas je me débrouille dans les sports de raquette, mais je suis pas un expert pour être dans le tableau A. Je me suis inscrit dans le tableau D pour voir mon niveau et pour commencer. Pourquoi pas après évoluer pour les prochaines éditions. Et moi, j'avais fait donc la première édition au tableau B que j'avais gagné. Ensuite, j'ai fait la seconde édition au tableau A où j'ai fini sur la troisième marche du podium. Et donc cette année, oui, je me suis réinscrit et je vais peut-être essayer de ramener la coupe à la maison. Florentin, donc Florentin en chroniqueur, Kevin avec nous. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot, une petite question? Ouais, peut-être une petite question. C'est gratuit, c'est payant? Pour venir voir l'événement, c'est gratuit, il n'y a aucun souci. On sera ravis de vous accueillir. Donc du coup, je vous parlais tout à l'heure du process d'inscription. Donc la licence annuelle à l'association Racquetball France, elle est à 10 € et les tableaux du samedi sont à 25 € et ceux du dimanche à 15 €. Actuellement, on a fermé les inscriptions, mais on peut toujours se mettre sur liste d'attente directement sur le site de Hello Asso. Et à partir de 4 joueurs sur le même tableau en liste d'attente, on recrée un nouveau tableau. On garantit quand même 3 matchs minimum par joueur. Et voilà. Kevin, un peu une question? Oui, moi j'aimerais vous demander comment motiver les gens à leur dire venez faire du racquetball. Quel serait le speech à faire à ce niveau-là? Le speech à faire, c'est que au-delà de notre spécialité, moi je prends l'exemple du tennis, c'est que ça permet en fait de venir découvrir ou même de pratiquer d'autres disciplines qu'on connaît mais qu'on pratique pas, ou qui peuvent nous paraître peut-être complexes. Je prends l'exemple du squash où je connais brièvement les règles mais j'y ai jamais joué, donc pour le coup je suis inscrit pour ce week-end mais je garantis absolument pas d'être très bon. Et du coup c'est aussi de pouvoir faire une journée complète avec d'autres joueurs qui viennent de toute la France et qui sont là, alors soit pour le tableau A pour ramener la coupe à la maison, pour gagner le titre, mais peut-être pour ceux qui sont dans les tableaux un peu plus faibles, juste de passer un bon moment à travers différentes disciplines sportives de raquettes, quoi. Et au final, on va dire que tous les sports de raquettes vont se retrouver ce week-end et ça va être, je pense, une belle fête pour ces 4 sports. Ouais. Souvent, voilà, sur Racquetball, on se retrouve. Il y a différents profils de joueurs. On va avoir par exemple des pongistes qui vont affronter des badistes ou des squashers. Et donc les gens vont s'affronter donc sur 4 matchs et souvent avoir un petit mot aussi pour conseiller l'autre sur ses prochains matchs, sur leur pratique. C'est l'occasion aussi de se nourrir de son adversaire. Et souvent sur l'événement, on reste quand même dans une ambiance très conviviale. On a vraiment tous les joueurs au même endroit, donc on échange beaucoup avec eux. Il n'y a pas vraiment de côté compétitif où chacun est dans sa bulle qu'on peut retrouver par exemple nous dans le tennis. Où on évite au maximum de croiser son adversaire, son regard, ce genre de choses. Là, c'est la fête du sport. Il faut venir de découvrir. Honnêtement, voilà, c'est notre 3e édition en 1 an et demi. C'est une animation qui plaît beaucoup, que ce soit parmi nos bénévoles qui organisent l'événement, ou même parmi les joueurs, où la plupart reviennent mettre les pieds chez nous pour passer un bon moment. Il y a combien de bénévoles qui s'occupent d'organiser cet événement? Alors là, on va être 16 cette année. Sur la dernière édition précédente, on devait être 12. Mais voilà, c'est-à-dire que les gens sont contents de revenir, puis on trouve toujours d'autres personnes pour nous aider. Et tous le font vraiment de très bon cœur. Donc voilà, ça met vraiment en valeur tout ce qu'on porte en tant que club ici sur le côté convivial, partage des valeurs du sport, etc. Et vous attendez combien de personnes ce week-end même en tant que spectateur, joueur
Alors, en général, on va dire que si là, on a 60 joueurs d'inscrits sur les différents tableaux. Je pense qu'on sera une centaine sur site. Il y a toujours les accompagnateurs, les spectateurs et les curieux aussi qui viennent voir l'événement. Et donc, c'est en joueurs, c'est donc, que je sais pas trop bien compris, des pros et des amateurs ou plutôt vraiment que des Exactement. professionnels? Ouais, il y a tout le monde qui se mélange et ça aussi, ça fait partie de la richesse, de la discipline. C'est que on va avoir le numéro 2 français, par exemple, qui va aller boire un café le matin avec le débutant qui découvre, c'est son premier tournoi, qui a jamais touché une seule raquette, etc. Voilà. Mais il y a des pros de racquetball ou c'est surtout peut-être des pros de tennis de table, de badminton, de squash et de tennis qui viennent s'essayer un peu aussi aux autres sports? Alors, sur les tableaux élites, la plupart sont des joueurs qui ont commencé, bien sûr, dans un sport et qui, au fur et à mesure, ont adoré la discipline et donc ils vont essayer de se spécialiser dans les autres disciplines. Je peux prendre mon exemple où j'ai été joueur de badminton et je suis toujours joueur de tennis. Et j'ai découvert le squash, j'ai pris des cours de tennis de table pour essayer de développer mes compétences sur ces sports-là. Au début, je l'ai fait un peu en mode loisir, découverte. Et si d'un point de vue toujours compétitif, je me frottais au meilleur, il fallait que je comble un peu mes lacunes sur les deux sports que je connaissais pas du tout. Eh bien, merci bien. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour conclure et donner encore plus envie de venir au racquetball? Juste venez découvrir le racquetball ce week-end, que ce soit samedi ou dimanche, voir que ce soit les tableaux élites ou même les débutants. Ce sera une belle fête du tennis et un événement que vous retrouvez par ailleurs dans le 37, donc Dans la région. dans la région. Donc venez découvrir et peut-être que ça mènera de futurs joueurs. Eh bien, merci à vous, merci à Justin Descharmes et Jonathan Xeniaboum du Tennis Club Jocondien de nous avoir présenté le racquetball. Je remercie également donc notre invité Jessie Holbert, donc, président du FC Montlouis, pour avoir répondu également à nos questions. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, on vous reçoit quand vous le souhaitez. Merci également donc à Florentin Cheminard, chroniqueur ce soir, et Kevin Laurent de nous avoir éclairé sur les matchs de la semaine. De rien, avec plaisir. Merci également à Guillaume Colomba à la technique. Merci Soline, merci à tous. C'était donc Soline, animatrice au soir du Sport sur 137, et je vous souhaite une bonne soirée.